un petit garçon de 2 ans joue paisiblement près de la maison de ses grands-parents. C'est l'été 2023, dans un village de montagne des Alpes de Haute-Provence. En quelques minutes, Émile disparaît sans un bruit. Personne n'a rien vu. L'alerte est immédiatement donnée. Le village du Haut-Vernay ne compte qu'une quinzaine d'habitants. Des moyens colossaux sont déployés pour retrouver l'enfant. Mais aucune trace n'est découverte. Les semaines passent, puis les mois. Le mystère s'épaissit. 9 mois plus tard, une randonneuse fait une découverte glaçante. Un crâne blanc, parfaitement propre, posé au milieu d'un sentier. Les tests ADN confirment l'impensable. C'est bien Émile. Les enquêteurs envisagent rapidement la piste criminelle. Tout indique que le corps a été déplacé, caché, dissimulé. L'enquête se resserre autour de la famille. Les médias évoquent une nouvelle affaire Grégory. Le grand-père d'Émile devient suspect aux yeux de l'opinion publique. Puis, coup de théâtre. Les grands-parents sont placés en garde à vue. Recel de cadavres et homicide volontaire. Que s'est-il réellement passé ce 8 juillet 2023 ? Où en est l'enquête aujourd'hui ? Et surtout, qui a pu faire du mal à Émile ? Le village du Haut-Vernay. Notre histoire se déroule dans les Alpes de Haute-Provence. Le Haut-Vernay est un hameau perché à 1200 mètres d'altitude, à peine une quinzaine d'habitants à l'année. Ce chiffre double pendant les vacances scolaires. La région attire les amateurs de randonnée et de nature sauvage. Le paysage montagneux abrite une faune riche et diverse. Plus de 300 jours de soleil par an. Le village est typique, avec ses maisons anciennes et ses ruelles étroites. Tout autour des montagnes et des forêts à perte de vue. Une seule route goudronnée traverse le hameau. L'été, c'est un véritable petit paradis. Mais l'hiver, avec ses nuages gris et ses nuits interminables, l'endroit devient presque inquiétant. Philippe Vedovini et sa femme Anne y passent tous leurs étés. Ils habitent la Bouilladis, près de Marseille, le reste de l'année. Cette résidence secondaire, c'est leur refuge. Le couple a eu 10 enfants. Marie, l'aînée, est mariée à Colomban-Soleil. Ensemble, ils sont les parents d'Émile. Émile, un petit garçon blond aux yeux bruns. Cette photo avec une petite fleur derrière l'oreille a fait le tour de la France. Émile est aussi le grand frère d'Alaïa, qui n'a qu'1 an au moment des faits. Le jour de la disparition, le 7 juillet 2023, les vacances d'été commencent. Philippe et Anne récupèrent Émile chez ses parents. Ils prennent la route vers le Vernay avec 8 de leurs enfants. Direction, leur maison de montagne à 170 km de là. Le lendemain matin, toute la famille construit des cabanes. À une centaine de mètres au-dessus de la maison, Émile est aux anges. Il participe avec enthousiasme à l'activité. À l'heure du déjeuner, impossible de le faire descendre. Sa grand-mère doit insister pour qu'il vienne à table. Pendant tout le repas, Émile ne parle que de sa cabane. L'après-midi, il fait la sieste à contre-cœur. Il se réveille vers 16h45. Une seule idée en tête, retourner à la cabane. Il sort de la maison pour rejoindre son grand-père. Philippe charge des piquets et des clous dans la voiture. Il veut poser des clôtures dans le champ où se trouvent les chevaux. Maxime, 16 ans, et Victor, 15 ans, l'accompagnent. Émile monte sur la banquette arrière. Philippe fait un dernier tour pour vérifier qu'il n'a rien oublié. Il manque la hache et le marteau. Il envoie Maxime et Victor les chercher près des cabanes. Émile veut les suivre, mais son grand-père refuse. Il doit rester dans la voiture. Les 2 adolescents redescendent avec la hache, mais ils ont oublié le marteau. Ils remontent le chercher. Philippe s'agace. Il voulait gagner du temps, et le voilà qui en perd. Devant la maison, dos à la voiture, il commence à couper du bois. Il ne voit pas Émile qui s'impatiente à l'arrière. 15 minutes s'écoulent. Le temps semble interminable pour un enfant de 2 ans et demi. Émile finit par descendre de la voiture. Victor et Maxime reviennent enfin avec le marteau. Le groupe est prêt à partir. Mais Émile n'est plus là. Il s'est volatilisé. Pendant 45 minutes, les grands-parents le cherchent partout. Dans la maison, dans le jardin, aux alentours. Rien. Personne n'a rien vu. En 15 minutes chrono, Émile a disparu. L'alerte. À 18h15, Anne contacte la gendarmerie. La situation est prise très au sérieux immédiatement. Émile n'a que 2 ans et demi. L'environnement est hostile. Il n'y a pas de temps à perdre. À leur arrivée, les grands-parents sont paniqués. Une quinzaine d'habitants et le maire sont déjà sur place. Les gendarmes commencent à organiser les recherches.
La topographie du terrain est compliquée. Des forêts, des montagnes, des ravins, des falaises, des rivières. Pour un enfant aussi jeune, tout peut aller très vite. Au départ, tout le monde pense qu'Émile s'est perdu en montagne. La commune est divisée en 2 zones. Le Vernet en bas, des prairies, du terrain plat, de l'herbe coupée. Le Haut-Vernet en haut, des falaises, des pentes raides, des endroits dangereux. Sans eau ni nourriture, peut-être blessé, les chances de survie sont minces. Et Émile a pu partir dans 2 directions opposées. Le temps presse, la nuit approche. Tout le monde appelle son prénom. Émile n'a que 2 ans et demi, il ne peut pas être allé très loin. Avec ses 90 cm et ses petites jambes, mais il a l'habitude de marcher. Il fait régulièrement des randonnées avec sa famille. La marche, ce n'est pas un problème pour lui. Il n'a pas peur d'aller seul en forêt. Il peut donc se perdre rapidement. Plus les heures passent, plus le dispositif s'agrandit. Marie et Colombin arrivent en urgence. Toute la famille participe au battu. Ils hurlent le prénom du petit disparu, en espérant entendre sa petite voix. À 3h40 du matin, les recherches s'arrêtent. C'est la catastrophe. Émile est peut-être perdu, peut-être caché quelque part. Il est peut-être blessé. Personne ne sait où il est, ni s'il est en danger. Heureusement, on est en plein été. Le soleil se lève tôt. À 6h du matin, de nouveaux moyens sont déployés. La mobilisation. Les journalistes sont informés. Les directs s'enchaînent. La mobilisation prend de l'ampleur. Des bénévoles viennent des 4 coins de la France. Ils fouillent les rivières, les ruisseaux, les forêts. Tout est passé au peigne fin. Les gendarmes coordonnent d'immenses battues. Ils s'intéressent particulièrement aux abords des cabanes. Émile ne parlait que de ça. Il est probable qu'il y soit retourné. Une zone de 5 km à la ronde est couverte, avec des moyens techniques exceptionnels. 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques, des drones, plus de 800 personnes qui ratissent les alentours. C'est énorme. Presque impossible de passer à côté de quelque chose avec un tel dispositif. Pourtant, après 48 heures de recherches intensives, le constat est terrible. Le procureur de la République doit l'admettre. On n'a aucune information, aucun élément pour comprendre cette disparition. Personne ne le dit officiellement, mais les enquêteurs le savent. Si aucune caméra thermique n'a détecté le petit garçon, soit Émile est déjà mort, soit il est enfermé quelque part, très vite, alors que tout le monde cherche en forêt. Les enquêteurs se penchent sur la famille, et cette première enquête familiale va les inquiéter. La piste familiale. Vu l'ampleur des recherches, l'hypothèse de la simple disparition devient improbable. Avec autant de moyens, autant de personnes, il aurait déjà dû être retrouvé. Les bénévoles sont si nombreux qu'il n'y a qu'un mètre entre chacun d'eux. Sur des kilomètres de terrain, quand personne ne trouve ne serait-ce qu'une trace, on s'interroge. Un détail intrigue tout le monde dès le début. La famille reste murée dans le silence. Colomban, le père d'Émile, est perçu comme très directif par les bénévoles, presque agressif pendant les battues. Philippe, lui, s'acharne sur chaque buisson, chaque tas de branches, à la recherche de son petit-fils. Mais aucun d'entre eux ne s'adresse aux médias. Pas de communication, pas d'appel à l'aide publique, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. La seule communication, un post Facebook publié par Marie, un message qui laisse perplexe. Elle demande de prier pour une mystique, évoque le diable et les anges. Les gendarmes ont une première impression. La famille semble un peu spéciale. Les enquêteurs vont alors chercher à comprendre. Dans plusieurs affaires, les drames intrafamiliaux sont fréquents. Même si ça paraît choquant quand on parle d'un enfant de 2 ans, on est obligé d'explorer cette piste. La famille Vedovini, Philippe et Anne, sont les grands-parents d'Émile. Ils ont 10 enfants. L'aînée, c'est Marie, 25 ans, la mère d'Émile. Puis Bathilde, sa petite sœur, mariée 5 mois plus tôt. Ensuite Santin, Martha, 18 ans, Maxime et Victor, présents lors de la disparition. Puis leurs petits frères et sœurs plus jeunes, de jeunes oncles et tantes pour Émile. Philippe, le grand-père, a 58 ans. Il est ostéopathe. Anne, 48 ans, est mère au foyer. Dans cette famille, aucun enfant ne va à l'école. Émile ne déroge pas à la règle. L'instruction se fait à domicile. Marie, comme sa mère, est femme au foyer. Elle se consacre à l'éducation de ses enfants. Colomban, le père d'Émile, est ingénieur.
Dès le départ, la famille est décrite comme une sorte de communauté qui frôle les habitudes sectaires. Toute leur vie tourne autour de la religion. Certains utilisent même le terme intégriste. Philippe est connu pour être un homme strict et autoritaire. Il fait d'ailleurs parler de lui quelques années avant. Il apparaît comme témoin assisté dans une affaire de violence sur mineurs. Au début des années 90, il a 26 ans. Il entre dans une communauté religieuse à Liévin, dans le Pas-de-Calais, une sorte de centre pour mineurs, un camp de redressement, qui accueille de jeunes garçons de 8 à 16 ans. Philippe y prend le poste d'éducateur. Il se fait alors appeler Frère Philippe. Sa marque de fabrique, maître des tartes mémorables, selon les témoignages des anciens élèves. Philippe devait faire régner la discipline. L'ancien prieur de la communauté a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs. Philippe, lui, a été entendu comme témoin assisté en 2019. L'enquête est toujours en cours. Dans sa vie de père et de grand-père, Philippe est décrit comme autoritaire et sévère. Mais selon le maire et les voisins, jamais il n'a montré de signes d'agressivité envers ses enfants ou Émile. Il élève les plus jeunes dans la rigueur, comme le faisait sa mère avant lui. L'arrière-grand-mère d'Émile était institutrice. Les habitants se souviennent de sa facilité à infliger des coups de règle aux enfants désobéissants. La famille reste pourtant discrète et sans histoire. Chaque année, elle participe aux festivités de fin d'année à l'église. Personne ne s'est jamais plaint d'eux. Enfin, presque. Les conflits de voisinage. Dans les années 60, l'arrière-grand-père d'Émile achète toutes les maisons d'un hameau. Le hameau de Boulard, à 12 km du Vernet. Très difficile d'accès sans 4x4. L'idée, en faire un lieu de vacances familiales. Un endroit où toute la famille pourrait se retrouver. Des anciens habitants expliquent qu'ils partageaient tous les mêmes convictions, politiques et religieuses. En s'installant là, ils ont voulu créer une communauté reculée, à l'abri de ce qu'ils appelaient les envahisseurs. Chaque été, ils se retrouvent pour faire une pause, s'éloigner de la civilisation, des influences étrangères, vivre selon leurs préceptes, à l'écart du monde, dans la plus grande discrétion. Tout se passe bien jusqu'en 2019. Dans la nuit du 22 au 23 mars, un incendie ravage 3 des 5 maisons du hameau, d'origine criminelle. Parmi les 2 maisons restantes, celle de l'arrière-grand-père. Légèrement touchée mais sauvée des flammes. L'enquête conclut à un incendie criminel. Aucun coupable n'a jamais été identifié. Avec la disparition d'Émile, les gendarmes se penchent de nouveau sur cette histoire. Ils imaginent qu'il existe peut-être un lien entre les 2 affaires. D'autant que le grand-père semble avoir des problèmes avec des habitants. Le matin même de la disparition, une dispute éclate. Entre Philippe et un jeune agriculteur, appelons-le Romain. La dispute avec Romain, le jeune agriculteur. Romain possède un tracteur équipé d'un godet. Quelques jours avant la disparition, il fait des travaux devant chez son cousin Marc, le voisin des grands-parents. Philippe et sa famille ne sont pas encore arrivés pour les vacances. En arrivant le 7 juillet au soir, Philippe ne remarque rien. Ce n'est que le matin du 8 juillet qu'il constate les dégâts. L'un des murs de sa maison aurait été abîmé par le godet de Romain. Philippe pète littéralement un plomb, ce qui n'étonne ni Marc ni Romain. Ils ont l'habitude de l'entendre gueuler sur tout le monde. Mais Philippe en veut particulièrement à Romain. Au-delà du mur abîmé, le jeune homme est réputé dans le village pour être un fou du volant. Et ça, c'est insupportable pour Philippe. Les témoignages. Pendant l'enquête de voisinage, 2 témoins sont interrogés. Ils expliquent avoir vu Émile vers 17h15 et 17h30. L'un est un homme d'une 60aine d'années, l'autre n'est autre que Romain, le jeune agriculteur. Tous les 2 sont formels. Ils ont vu Émile vivant, pas blessé, sur une route qui descend vers le hameau. Au niveau du lavoir, à 50 mètres à peine de la maison des grands-parents, rien d'étonnant pour la famille. Le petit garçon adorait aller près du lavoir. Il y avait des clapiers avec des petits lapins et des framboisiers remplis de framboises bien mûres qu'Émile adorait cueillir. Par contre, les déclarations divergent sur un point. Pour l'un, il remonte la rue vers la cabane. Pour l'autre, il descend vers le cœur du hameau. Ces témoignages vont dans le sens des déclarations des grands-parents. Émile a échappé à la vigilance de Philippe. Il était seul, il est parti. Il n'a pas été blessé dans la maison. Il n'y a pas eu d'accident au sein de la famille. Le problème, on ne sait pas quelle direction il a prise après le lavoir.
Le témoignage de Romain intéresse particulièrement les enquêteurs. Il serait l'un des derniers à avoir vu Émile. Il est réputé pour sa conduite imprudente. Et le matin même, il s'est disputé avec le grand-père. Romain explique qu'il réalisait des travaux chez lui quand il a vu Émile. Puis il est allé à pied jusqu'à la maison de son cousin. On imagine peut-être qu'il a renversé Émile, volontairement ou involontairement, sur le chemin en allant rejoindre son cousin. Mais Romain affirme ne pas avoir utilisé son tracteur. Il est allé à pied. Pourtant, un tracteur a bien été aperçu dans le hameau ce jour-là, par un habitant du Vernet, et celui-ci s'en souvient. Des tracteurs dans les champs, il y en a beaucoup à cette période. Mais un tracteur sur la route principale du Haut-Vernet, qui ne dessert aucun champ, c'est peu commun. C'est même la première fois qu'il voyait ça. Plus étrange encore, un appel a été passé du portable de Romain vers celui de son cousin, l'après-midi du 8 juillet, le jour de la disparition. Les enquêteurs imaginent déjà un scénario. Émile a voulu rejoindre la cabane en descendant le chemin. Il s'est arrêté au lavoir pour caresser les petits lapins. À l'intersection, Romain arrive à toute allure avec son tracteur. Il ne voit pas le petit garçon de 90 cm. Il le renverse. Pris de panique ou de peur d'être accusé de meurtre, il embarque le corps et appelle son cousin pour venir l'aider. Une perquisition est lancée chez Romain, dans son tracteur, dans la voiture de sa mère, dans sa maison. Rien ne sera retrouvé. La piste sera abandonnée. Les hypothèses de cette enquête. Pendant ce temps, de nombreuses rumeurs circulent. Les habitants et les réseaux sociaux avancent leurs théories, dont celle d'un prédateur. Un loup ou un rapace qui aurait enlevé Émile. Dit comme ça paraît bizarre. Mais au Haut-Vernet, de nombreux animaux vivent dans les montagnes, dont un en particulier, l'aigle royal, l'un des plus dangereux rapaces au monde. L'hypothèse qu'Émile ait été enlevé par l'un de ces oiseaux inquiète tellement qu'un habitant écrit à un spécialiste de la faune des Alpes du Sud. L'expert explique que l'aigle royal est effectivement un prédateur redoutable. Ses griffes sont si puissantes que 3 hommes ne suffisent pas pour l'en détacher. On peut imaginer qu'Émile se soit perdu dans les montagnes, qu'en l'apercevant depuis le ciel, l'aigle se soit jeté sur lui et soit parti avec, ce qui expliquerait pourquoi on ne retrouve rien et pourquoi Émile semble s'être volatilisé. Sauf que, selon l'expert, l'hypothèse est peu probable. Un aigle royal ne peut jamais emmener un enfant, pour une raison simple, même avec une force incroyable, il ne peut soulever que des proies de 3 à 3,5 kg maximum. Or, à 2 ans et demi, Émile doit peser entre 11 et 15 kg, 4 à 5 fois le poids maximum que l'aigle pourrait emporter. Le changement de stratégie, le vendredi 11 juillet, 4 jours après la disparition. Sans aucune piste, le procureur prend une décision radicale. Il décide de boucler la zone et interdit l'accès à toutes les personnes étrangères au hameau. Pour lui, c'est évident. La clé de la disparition se trouve au sein même du village. Les bénévoles non résidents sont priés de quitter les lieux. Le hameau tout entier devient presque une zone de crime. Les gendarmes changent complètement de stratégie. Ils lancent des opérations plus ciblées. Tous les portables sont géolocalisés. Les accès par les villages, où il y a de la vidéosurveillance, sont analysés. La priorité, répertorier tous les portables qui ont borné au Haut-Vernet au moment de la disparition. Environ 1600 communications et échanges téléphoniques sont relevés. Les enquêteurs doivent faire le lien entre les personnes présentes et celles déjà fichées dans les bases de données criminelles. Ce logiciel met en évidence des correspondances entre des données. Une plaque d'immatriculation appartenant à un homme connu des services, un numéro de téléphone qui n'a jamais borné dans le coin avant. Ça permet de classer et de clarifier tout ça informatiquement, sans perdre des heures à trier des feuilles papier. 25 habitants du village sont auditionnés, 12 véhicules sont fouillés, une nouvelle brigade cynophile est déployée, avec notamment un chien Saint-Hubert, réputé pour son odorat incroyable. L'idée, suivre une piste pour trouver la direction exacte du petit. Le chien renifle l'odeur d'Émile dans la maison, puis il suit sa trace. Il sort de la maison, prend la direction de la route qui descend, vers le centre du hameau. Il marque des emplacements tout le long de la route, se dirige vers le lavoir. Arrivé au lavoir, à cet endroit précisément, le Saint-Hubert perd subitement la trace. C'est justement là que les témoins disent avoir vu Émile vers 17h15. C'est la dernière trace de vie du petit garçon. Après l'hypothèse de la disparition en montagne, du drame familial ou de l'attaque du rapace.
C'est désormais un nouveau scénario qui se dessine, l'enlèvement. Émile aurait peut-être été enlevé par une voiture ou récupéré par quelqu'un qu'il connaissait. Une chose est sûre, Émile a disparu à cet endroit. Les gendarmes se concentrent sur la piste d'un éventuel ravisseur, voire d'un prédateur sexuel. L'ambiance est lourde dans le village confiné. Des gendarmes sont postés devant toutes les entrées possibles. Pourtant, ce confinement ne donnera rien. Tout porte à croire qu'Émile, s'il a été enlevé, est désormais en dehors du Haut-Verney, ou bien réduit au silence dans un endroit que les enquêteurs n'ont pas encore découvert. La prise de parole. Le 29 août 2023, le village est rouvert depuis quelques semaines. Après 2 mois de silence, les parents d'Émile prennent enfin la parole. Ils font appel à Samuel Pruvot, reporter au magazine Famille chrétienne. C'est le seul journaliste à avoir pu rencontrer la famille. Le jour de l'interview, il est accueilli dans la cuisine. Toute la famille se tient autour de la table. La première chose qu'ils abordent, à quel point ils se sont sentis salis, pointés du doigt depuis le début de cette enquête. Ils veulent donner leur version des choses, remettre les points sur les i. L'objectif, rétablir la vérité et mettre fin aux spéculations. Ils veulent défendre leurs convictions et leurs traditions, montrer qu'elles n'ont rien à voir avec la disparition de leur fils. Ils doivent supporter tout ça en plus. Leur enfant a disparu. Ils n'ont aucune idée de là où il peut se trouver. Ils angoissent à l'idée de ne jamais le revoir. Et ils doivent gérer des amalgames tous plus improbables les uns que les autres. À travers cette interview, la famille remercie aussi la mobilisation des bénévoles, une façon pour eux de se raccrocher à la lumière de l'entraide. Dans ce moment particulièrement difficile, la dalle de béton. Pendant ce temps, les gendarmes sont toujours en train d'enquêter au Haut-Verney, cette fois avec un marteau-piqueur. Récemment, un voisin a coulé une dalle de béton pour en faire une terrasse. Et les enquêteurs français se méfient des terrasses ces dernières années. Cette terrasse intéresse les autorités. Des fibres ont été retrouvées sur le véhicule d'un des artisans qui a coulé la dalle. Et le détecteur de métaux a sonné en passant dessus. Les enquêteurs font exploser toute la dalle pour y trouver peut-être le corps d'Émile. Il est possible qu'il ait été renversé par cet artisan et qu'il ait profité de couler la dalle pour y cacher le corps. Encore une fois, rien ne sera retrouvé. Les fibres analysées s'avèrent être des fibres de plâtre. Logique quand on est artisan. Les affaires similaires, l'enquête s'enlise et ravive dans la région le souvenir de nombreuses disparitions, comme Yanis Moret, ce petit garçon de 3 ans disparu le 2 mai 2000 dans des circonstances similaires à celles d'Émile, à Ganagobi, une commune située à 60 km du Haut-Verney. Seuls des vêtements avaient été retrouvés 1 an plus tard, non loin de la maison familiale. Dans cette affaire, le scénario le plus plausible est aussi celui d'un enlèvement. On pense aussi à Mathieu Hébert, un jeune garçon de 10 ans qui s'est volatilisé le 25 juin 1983, à Péroul, à environ 1h40 de route du Haut-Verney, dont aucune trace n'a jamais été retrouvée. La reconstitution. Pour tenter d'ouvrir de nouvelles pistes, une reconstitution est organisée le 28 mars 2024. Voisins, témoins, famille. Au total, 17 personnes sont appelées pour reconstituer l'environnement et le contexte du jour de la disparition. Une fois de plus, rien de concret ne ressort. Personne ne s'imagine alors que presque 9 mois après la disparition du petit garçon, une triste découverte, pourtant tant attendue, va enfin apparaître, comme par magie, révélant définitivement une histoire sordide. La découverte du crâne. On est le samedi 30 mars 2024, soit quasiment 9 mois après la disparition d'Émile. Sadia, 60 ans, part en balade comme elle le fait plusieurs fois par semaine. Ce jour-là, il y a du vent et il pleut. Mais rien ne retient cette Parisienne addicte des randonnées. Elle emprunte un chemin étroit et boueux qu'elle connaît bien, situé à quelques kilomètres du Haut-Verney, dans le secteur des Aïs. Elle y passe régulièrement. Elle y est venue pas plus tard que la semaine dernière. Tout devrait bien se passer. Quelques mètres à peine après avoir marché le long du sentier. Devant elle, en plein milieu du chemin, elle fait une macabre découverte. Un crâne. Il est blanc, immaculé, et posé là, au milieu du chemin. Sadia dira « C'était comme si on avait voulu me le montrer. » Vu le secteur, elle ne se raconte pas d'histoire.
Elle est persuadée qu'il s'agit du crâne de cet enfant. Problème, Sadia est seule, sans téléphone portable. Il pleut, il y a du vent. Sa première crainte, voir disparaître cette preuve, qui pourrait enfin donner aux parents la possibilité de faire leur deuil. Si c'est bien le crâne d'Émile, elle décide alors de prendre le crâne et de le mettre dans un sac plastique pour l'emmener elle-même à la gendarmerie. Heureusement, les gendarmes comprennent pourquoi elle a pris le crâne. Ils la suivent pour retourner sur place. En revenant pour collecter d'autres indices, les gendarmes trouvent des ossements, puis des vêtements éparpillés sur une dizaine de mètres. Le t-shirt, les chaussures et le slip du petit garçon, à environ 150 mètres en contrebas du lieu de découverte du crâne. Le tout est envoyé par hélicoptère à Pontoise, notamment pour savoir si le crâne est bien celui d'Émile. Le crâne, les ossements et les vêtements ont été trouvés environ 1,5 km de la maison des grands-parents, soit environ 25 minutes de marche, dans le prolongement de la rue du Lavoir. Au début, beaucoup se demandent si c'est possible pour un enfant de 2 ans et demi de marcher autant, mais Émile avait l'habitude de beaucoup marcher avec ses parents. Par contre, ce qui est étrange, la zone a déjà été fouillée de nombreuses fois, par énormément de monde, et personne n'a fait cette découverte avant. D'autant que le crâne est posé sur le chemin. Il n'est pas sur le côté, ou en contrebas, ou dans un buisson. Il est là, sur le chemin. Un chemin emprunté par beaucoup de randonneurs, surtout en cette saison. Il ne faudra que quelques jours pour que le procureur annonce la nouvelle. Grâce à l'identification génétique, il s'agit bien des ossements d'Émile. L'enfant est donc officiellement déclaré retrouvé, et dans la seconde qui suit, mort. Les premières analyses du crâne montrent des fissures qui ont eu lieu après la mort, des morsures et de petites fractures, probablement causées par des animaux. La date du 28 mars 2024 a officiellement été retenue pour figurer sur l'acte de décès. Avec cette nouvelle découverte, la question est de savoir si les ossements se trouvaient là depuis le départ, ou s'ils ont été déplacés par les conditions météorologiques. Il y a eu de fortes pluies et de nombreux orages quelques semaines avant la découverte. On est 9 mois plus tard. Émile a disparu en été. Depuis, il y a eu du vent, de la neige, de la pluie, des orages. Le climat a souvent changé. Ce n'est pas impossible qu'Émile soit décédé un peu plus haut et que la nature l'ait simplement déplacé au fur et à mesure. Mais cette piste a ses limites. Une habitante explique que chaque fois qu'un animal meurt, les rapaces survolent la zone. Ils auraient sûrement fait la même chose pour le corps d'Émile. Et ça se serait vu au moment des battues. Enfin, il y a la piste humaine. Il y a tellement de possibilités que les habitants commencent à soupçonner les voisins. Tout le monde devient suspect, notamment la randonneuse qui a découvert le crâne. Personne ne la connaît, personne ne sait si elle est du village. Fait surprenant, selon le maire, elle n'a pas pris le chemin de randonnée dans le sens habituel, que les habitants connaissent. Évidemment, la famille d'Émile est de nouveau dans le viseur. Le crâne a été retrouvé au moment de Pâques. Dans la religion catholique, Pâques symbolise la résurrection de Jésus. Pour des personnes très attachées à la religion, la coïncidence est troublante. Les internautes s'acharnent sur l'affaire. Des dizaines d'enquêteurs amateurs se rendent sur place pour explorer, trouver des indices, poser des hypothèses. Les traces d'ADN. En novembre 2024, nouveau rebondissement, grâce aux analyses effectuées sur les vêtements du petit Émile. Le laboratoire médico-légal de Bordeaux a trouvé des traces d'ADN. Ces traces sont étrangères à l'ADN du petit garçon et à celui de sa famille, mais elles vont compliquer l'enquête. Après autant de temps passé dehors et autant de temps après le décès, elles sont dans un état de dégradation avancée, sans compter la possibilité que ces traces soient le résultat d'une contamination. Les vêtements et ossements d'Émile ont été manipulés à plusieurs reprises, par plusieurs personnes, d'abord lors de leur découverte en mars par Sadia, durant les expertises, et avec l'humidité au bout d'un certain temps. Les masques et les gants utilisés peuvent devenir poreux et laisser échapper des cellules qui vont marquer les objets. L'ADN dégradé est omis dans le fichier national des empreintes génétiques, la base de données de tous ceux qui sont fichés. Mais ça ne marchera pas. On a comparé l'ADN à celui des proches d'Émile normalement. D'autres expertises sont menées sur les vêtements. On ne retrouve aucune coupure nette, laissant penser que quelqu'un aurait pu utiliser un couteau. Pas de déchirure non plus, ou de traces de sang.
qui voudrait dire qu'Émile a chuté ou qu'il a été blessé. D'autres analyses sont en cours sur les ossements retrouvés, mais aussi sur l'environnement où ils ont été découverts. La téléphonie dans les environs est également toujours analysée. L'ADN est donc loin d'être le seul élément sur lequel travaillent les enquêteurs. Ce qu'on sait aujourd'hui, Émile a quitté la voiture de son grand-père. Il a longé la route jusqu'au lavoir. Ses ossements se sont retrouvés à moins de 1,5 km de là. Entre les deux, c'est flou. Mais même si les enquêteurs pataugent un peu, ils ont encore une carte à jouer bien secrète, qu'on n'a pas vue dans les médias, les écoutes téléphoniques de la famille d'Émile, pour savoir si certains membres n'auraient pas quelques petits secrets. Et justement, ça commence déjà à grincer des dents au sein de la famille. Le conflit familial. Après la découverte des ossements de leur fils, Marie et Colomban demandent qu'Émile soit enterré au Haut-Vernay, tout près de la maison de vacances familiale, pour que le crâne de leur petit garçon repose près du reste de son corps, qu'ils pensent encore perdu dans les montagnes aux alentours, une décision qui ne passe pas du tout du côté de Philippe, qui s'y oppose catégoriquement. Lui préfère que son petit-fils repose à la Bouilladis, la commune dans laquelle il vivait, et surtout loin du village qui va sans arrêt leur rappeler le jour du drame. Le lieu d'enterrement va déclencher un violent conflit dans la famille. Philippe ne veut pas que son petit-fils soit enterré au Haut-Vernay. Ça va pourrir l'ambiance quand ils reviendront en vacances. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Philippe entre en conflit avec les parents d'Émile. Le grand-père, déjà connu pour avoir une autorité parfois un peu trop musclée, aurait déjà reproché à Colomban de manquer de fermeté et de rigueur dans l'éducation d'Émile. Des reproches qui auraient fait naître, au fil des mois, une certaine tension entre les deux hommes. De son côté, le maire du Vernet avait d'abord donné son accord pour une concession individuelle. La loi permet qu'une personne décédée dans une commune puisse y être inhumée, même si elle n'y résidait pas. Mais il a finalement changé d'avis, après que Marie et Colomban ont demandé une concession familiale, pour pouvoir un jour reposer aux côtés de leur fils. Et la loi est claire à ce sujet, ce n'est pas possible. Finalement, c'est à La Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône, leur village d'origine, qu'Émile a été inhumé le 8 février 2025. La cérémonie. Avant l'enterrement, une cérémonie publique s'est tenue à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var. Ce jour-là, Marie et Colomban arrivent avec une poussette. À l'intérieur, leur deuxième fils, Vincent, le petit frère d'Alaya, leur fille née en octobre 2024, conçue donc après la disparition d'Émile. Pendant la cérémonie, le petit cercueil blanc est porté par Marie et Colomban, accompagnés du parrain et de la marraine de l'enfant. Les parents sont tristes sur les photos, tandis que sur les clichés où apparaissent les grands-parents, Philippe et Anne semblent déjà plus loin dans leur deuil. Ils rigolent. Les photos et leur comportement choqueront l'opinion publique. Pour les proches d'Émile, le temps semble s'être figé, pour laisser place au recueillement et aux derniers adieux. Mais du côté des enquêteurs, les recherches se poursuivent. Ils continuent de travailler sans relâche sur tous les éléments qu'ils ont à disposition pour comprendre ce qui a pu arriver au jeune garçon. La lettre anonyme. Fin février, l'affaire fait de nouveau la une des médias. Les enquêteurs annoncent avoir reçu une lettre anonyme. L'affaire commence de plus en plus à ressembler à celle du petit Grégory, surtout vu les éléments qui arrivent. On est 20 mois après la disparition du petit garçon. Cette lettre anonyme n'a pas été diffusée, mais on connaît les grandes lignes. Elle mentionne une jardinière située devant la chapelle Saint-Martin, une chapelle qui se trouve à moins de 30 mètres du lavoir, où Émile aurait été vu pour la dernière fois, et à seulement 50 mètres de la maison de ses grands-parents. Le 13 mars 2025, les enquêteurs retournent au Haut-Vernay pour examiner cette jardinière et y passer le fameux Blue Star, à la recherche de traces éventuelles. Contre toute attente, l'appareil révèle effectivement une trace de sang. À ce jour, on ne sait pas exactement à quoi correspond cette trace, mais il y en a une, et ça suffit pour que la jardinière soit saisie et emmenée au laboratoire. Une trace peut venir de n'importe où. Le Blue Star permet de révéler des traces de sang, mais toutes les traces de sang, celles des animaux, celles de personnes s'étant peut-être blessées, ça peut ne pas être une trace directe d'Émile, comme ça peut l'être, mais en sachant que cette jardinière est mentionnée dans la lettre anonyme, la coïncidence est troublante.
Les analyses nous en diront plus dans les prochains jours. Peu après la disparition d'Émile, dans la plus grande discrétion, les enquêteurs avaient déjà passé une nuit entière à fouiller le cimetière, juste à côté de la chapelle qui compte environ une vingtaine de tombes, à la recherche d'une tombe de fortune ou d'un emplacement réalisé à la va-vite pour cacher le corps. Cette fouille n'avait rien donné. Par contre, jamais personne ne s'était intéressé à la chapelle. Ce retour au Haut-Vernay après des mois d'absence suffit pour relancer les spéculations autour de la disparition du petit garçon. Sur les réseaux, ça s'affole. Certains accusent la famille qui serait la seule à utiliser la chapelle. D'autres auraient même vu les proches d'Émile à l'intérieur pour la nettoyer le matin même de la disparition. Le problème, entre le 8 juillet 2023 et le 13 mars 2025, la chapelle a été fréquentée à 2 reprises par des dizaines de personnes, à savoir au moment de la Saint-Pancrace, célébrée le dimanche 19 mai 2024 pour la Pentecôte, et quelques mois plus tard, le 12 novembre 2024, pour les obsèques de Paulette Balme, une figure du village, dont les funérailles ont réuni de nombreuses personnes. Quand les gendarmes s'intéressent enfin à la chapelle, ça ne sert à rien. L'enquête est complètement en retard. Les signes religieux. Mais les enquêteurs, officieusement, sont persuadés d'une chose. Dans la mort d'Émile, on trouve beaucoup de signes religieux. La lettre anonyme mentionne la chapelle. Le crâne du garçon est déposé dans un endroit connu des randonneurs. Au moment de Pâques, le grand-père est connu pour être autoritaire, voire violent. Une bonne fois pour toutes, la justice décide de s'intéresser aux dernières personnes à avoir vu officiellement Émile vivant, en dehors des témoignages des voisins. La garde à vue. Le 25 mars 2025, Philippe, Anne et 2 de leurs enfants sont placés en garde à vue, Marthe, 20 ans, et Maxime, 18 ans, pour homicide volontaire et recel de cadavres. L'information est partagée en masse à travers la France. Tout le monde attend la révélation finale de cette affaire. Des aveux peut-être. Cette garde à vue intervient seulement 10 jours après un événement troublant. Claude Guillemin, le prêtre qui aurait baptisé Émile en 2020, s'est donné la mort. Forcément, on se pose des questions, notamment sur les raisons qui ont poussé le prêtre à écourter sa vie. Claude était très proche de la famille. Il a déjà fait parler de lui au cours de l'enquête. C'est lui qui a fourni une photo d'Émile et de ses parents à la presse, après sa disparition. Un geste qui n'a pas du tout été apprécié par la famille, y compris Philippe, qui aurait carrément insulté le représentant de l'Église, avant de demander à l'archevêque d'Aix-en-Provence d'interdire à Claude Guillemin d'exercer dans la chapelle fréquentée par la famille, une décision qui aurait profondément affecté le prêtre. Après cet événement, la famille aurait boycotté la chapelle. Étrange que la garde à vue intervienne une dizaine de jours après la mort de Claude et la saisie de la fameuse jardinière. Pourtant, selon les enquêteurs, cette garde à vue n'est pas du tout une conséquence des fouilles de la chapelle et de la jardinière. Depuis plusieurs semaines, ils ont discrètement mis une partie de la famille sur écoute, et ce qu'ils ont entendu les a poussés à creuser plus loin. Les écoutes dans certaines conversations, les enquêteurs relèvent des propos étranges, notamment de la part de certains enfants des grands-parents devenus adultes, qui évoquent des violences physiques de la part de leur père, Philippe, des coups, des gifles, des tirages de cheveux, et tout un tas de manières démesurées pour réprimander des enfants. Des remontrances parfois brutales que Philippe aurait infligées à ses propres petits, durant leur enfance. En clair, même la famille commence à se demander si Philippe n'aurait pas infligé une punition bien trop brutale à Émile. Pour les enquêteurs, cette garde à vue est l'occasion de revenir sur ses antécédents et d'interroger la famille sur la nature des sanctions infligées au sein du foyer. Les auditions s'étalent sur près de 48 heures, entrecoupées de courtes pauses. Pendant ce temps, les véhicules de la famille sont saisis, dont la voiture et le van de Philippe, pour être inspectés et analysés. Les grands-parents coopèrent pleinement, et Philippe va même jusqu'à donner de nouvelles pistes d'investigation aux enquêteurs. Il suggère notamment que le Blue Star a été passé sur la jardinière, mais n'aurait pas été passé sur l'ensemble du parcours, menant à la découverte du crâne d'Émile, parce que pour lui, comme pour son épouse, une conviction s'impose depuis le début. Émile serait mort dans un accident de la route. Il s'agirait d'un accident survenu à l'extérieur du hameau,
probablement sur le chemin près de la chapelle. C'est un secteur bien isolé, suffisamment pour qu'un accident puisse s'y produire sans témoin, et sans que personne n'entende rien, mais aussi suffisamment proche du lieu où le crâne de l'enfant a été retrouvé. Mais l'hypothèse de l'accident de circulation suivi d'une dissimulation a déjà été évoquée de nombreuses fois et a été envisagée par les enquêteurs. Aucune trace n'a jamais été détectée sur les routes alentours. La libération, à l'issue de la garde à vue, le 27 mars 2025 à 6h30 du matin, qui aura duré 48 heures. Tous les membres de la famille sont libérés, leur voiture leur est restituée et aucune charge n'est retenue contre eux. À ce jour, ils sont donc toujours présumés innocents. Dès le lendemain, le 28 mars 2025, la famille a publié un communiqué, via leur avocat, pour réaffirmer leur innocence et dénoncer une forme de harcèlement médiatique. Mais une chose est désormais certaine, Philippe a déjà fait preuve de violence envers ses enfants. Un élément qui soulève de nombreuses questions sur son implication, mais qui aujourd'hui ne permet pas de faire un lien direct avec la mort ou la disparition du petit Émile. Pour autant, les enquêteurs ne s'arrêtent pas là, et pour eux, la fin des gardes à vue ne signe pas l'arrêt de l'enquête. Sur la piste familiale, aujourd'hui, les enquêteurs ont en haut de leur liste, non pas une piste accidentelle, mais bien un scénario dans lequel Émile a été frappé violemment, avant que son corps ne soit dissimulé au sein même du cercle familial. Les analyses médicales, les investigations continuent, avec une attention particulière portée aux éléments techniques et médico-légaux. Les premières analyses scientifiques du crâne retrouvé livrent de nouvelles conclusions. Si l'état avancé de décomposition et l'action des animaux ont rendu certaines observations difficiles, les experts sont formels. Émile a été victime d'un traumatisme facial violent, localisé au niveau du nez et de l'orbite. Ce n'est peut-être pas la cause du décès, mais c'est incompatible avec une simple chute. Le choc aurait probablement été causé par un objet contondant ou un coup de poing. D'autres analyses médico-légales ont révélé quelque chose d'étrange. Les vêtements d'Émile retrouvés dans la forêt ne présentent aucune trace de décomposition corporelle. Son t-shirt en particulier, retrouvé à proximité, ne montre aucune dégradation avancée, ce qui pourrait indiquer que le corps n'est pas resté dans le même environnement tout au long du processus de décomposition. Si Émile s'était décomposé à cet endroit, le tissu aurait gardé des traces biologiques, des taches, des marques visibles. Ça veut dire concrètement que les ossements et les vêtements ont été déplacés ou déposés dans la forêt peu de temps avant la découverte, et donc que quelqu'un les a cachés volontairement. Émile a été manipulé après sa mort, et une mise en scène a été réalisée pour faire croire à un accident de montagne, comme s'il s'était perdu. La vérité qui émerge. Aujourd'hui, les enquêteurs n'écartent rien, mais la piste d'une intervention humaine ne fait désormais plus aucun doute. La piste intrafamiliale n'est pas fermée. Il n'exclut pas non plus l'hypothèse d'un décès causé accidentellement, puis d'un corps dissimulé, déplacé, voire fragmenté. De nouveaux témoignages sortent encore régulièrement. Le scénario disant qu'Émile aurait été vu près du lavoir, donc qu'il serait parti à pied de chez ses grands-parents, est remis en cause. L'un des témoins avoue finalement qu'il n'est pas certain d'avoir vu le petit garçon. Un autre explique avoir vu le grand-père partir à la recherche d'Émile, furieux quelques heures avant que la disparition ne soit déclarée. Si Émile a eu le malheur de désobéir, d'être trop insistant pour aller voir sa cabane, comme il le voulait tant le jour de sa disparition, et qu'il est parti de lui-même, puis qu'il a été rattrapé par son grand-père. Que ce soit en dehors de la maison ou dans la cour, le scénario qui se dessine est absolument sordide. Aujourd'hui, Marie et Colomban, les parents, n'auraient que très peu de contact avec les grands-parents. La mère d'Émile aurait exprimé des doutes au sujet de ses propres parents. Même si elle croit fermement en leur innocence, elle aurait trouvé leur comportement étrange et parfois inapproprié. En attendant, l'enquête est toujours en cours. Mais ce dont on est certain, c'est qu'Émile n'a pas été victime d'un simple accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire.